Nous sommes le mardi 15 novembre 2022 et vous écoutez l'émission spéciale Canon EOS R7 de la 5e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est de nouveau émission spéciale. Nous recevons pour la première fois dans notre studio la team Canon, avec qui on va découvrir le tout nouveau EOS R7, l'hybride APS-C ultime taillé pour l'action et la nature. Avec Roch Lorente de Canon France et les photographes Eric Médard et Stéphane Hamel, nous allons absolument tout vous expliquer sur cet appareil hors du commun qui pourrait bien être la solution idéale pour de nombreux photographes et vidéastes. Benjamin, on est vraiment très nombreux aujourd'hui dans le studio. Ouais. Première autour de ce boîtier phare. Ça va être intéressant. Moi, j'étais un fervent utilisateur du CD Mark II à l'époque. Le réflexe. Voilà. Donc, j'ai bien révisé mon EOS, l'univers EOS. J'ai eu le R7 un petit peu en main, mais je suis curieux d'entendre un petit peu ce que nos invités ont à nous dire parce que j'ai pas pu l'utiliser comme eux sur le terrain et j'ai pas mal de questions à leur poser en termes d'usage. Bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de recevoir pour la première fois l'équipe Canon dans cette émission autour de ce nouveau boîtier. Roch, tu es la voix de Canon aujourd'hui. C'est pas la première fois que tu interviens dans ce podcast, mais c'est la première fois que tu es avec nous en studio. Merci beaucoup d'être là. Comment vas-tu ? Je vais très bien, je suis ravi d'être ici, bien entouré dans un monde de passionnés et entouré de deux photographes en Canon. Donc c'est un vrai plaisir d'être à tes côtés, Arthur. C'est vrai qu'on a le plaisir de recevoir en studio deux photographes spécialisés qui vont nous faire vraiment leur retour d'expérience avec ce nouveau EOS R7. On va jouer des coudes sur le terrain du ballon ovale avec Stéphane Hamel et on va se laisser voyager dans la nature avec Eric Médard. Comment allez-vous, messieurs ? Très bien, merci. Ouais, très bien, merci beaucoup. Ok, alors je vais quand même tous vous présenter pour que nos auditeurs puissent bien vous situer. Je vais commencer par toi, Roch. Alors Roch, tu es une véritable légende, un monument de Canon France, un visage et une voix, on l'espère, que tout le monde connaît ou que tout le monde a déjà croisé. Tu travailles depuis plus de 30 ans au plus près des photographes, que ce soit des professionnels ou des amateurs, mais aussi des différents réseaux de revendeurs spécialisés. Tu as évidemment une connaissance extrêmement fine du marché de la photographie et pour toi, les boîtiers et optiques Canon n'ont absolument aucun secret. Tu occupes actuellement le poste de Channel Manager et tu seras donc la voix de Canon France dans cette émission. Roch, est-ce que je t'ai bien présenté ? Parfaitement un monument, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis très touché, oui. Et Tu peux nous dire une figure de la photo quand même. Tu peux nous dire en quoi ça consiste, le rôle de Channel Manager ? Alors, moi, j'ai travaillé longtemps chez Canon dans les réseaux pro, c'est-à-dire je me suis occupé de la photographie professionnelle. Aujourd'hui, je m'occupe des réseaux de distribution, mais j'ai quand même, j'allais dire, un lien. C'est une activité à 360 degrés entre le distributeur haut de gamme, qui revend son matériel à des photographes amateurs ou à des professionnels. Et donc, on garde une vision totalement panoramique du métier entre l'utilisateur, le distributeur. Et on a toujours une relation un petit peu tripartite entre le photographe et son magasin, j'allais dire. Voilà. Merci pour les sous-titres. Pour t'accompagner, on a le plaisir de recevoir Eric Médard. Alors toi, Eric, tu es un artiste photographe naturaliste basé en Mayenne. Tu pratiques la photographie depuis plus de 30 ans, dont 10 comme photographe professionnel. Tu es spécialisé dans la photographie de faune sauvage et tu défends une photographie animalière locale autour de chez toi. Tes images ont été publiées dans de nombreux magazines et primées dans des concours internationaux comme le BBC Wildlife, le concours de Montier-Ander ou celui de Namur en Belgique. Tu as publié plusieurs ouvrages et as réalisé plusieurs expositions. Tu t'es fait une spécialité toute particulière dans la photographie animalière de nuit en lumière infrarouge et à l'aide de pièges. Tu travailles en hybride Canon et utilises le nouveau EOS R7 en complément d'un EOS R3 et ton optique de prédilection, c'est tout simplement un 400 mm de 8.
Bonjour à toi Eric, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. 400 de lutte en monture RF. En monture RF, même s'il existe aussi en monture EF. Voilà. On va en parler de tout ça. Et enfin, Stéphane, tu es un photographe de sport passionné, ultra spécialisé dans la discipline du rugby depuis près de 15 ans. Tu partages tout ton travail sur ton site internet Objectif Rugby ou via tes réseaux sociaux. Tu couvres évidemment des matchs et des tournois mandatés par des clubs, comme par exemple le célèbre Stade français Paris, ou directement par la Fédération française de rugby. Tu as remporté en 2018 le premier prix du concours international de photos de rugby qui s'appelle Rugbymage. Le dernier match d'envergure que tu as couvert est celui qui opposait la France à l'Australie le 5 novembre dernier au Stade de France. Tu travailles naturellement avec l'EOS R7 en complément de ton EOS 7D Mark II et ton optique de prédilection, c'est un 100-400 mm. Bonjour à toi Stéphane. Bonjour. EF cette fois. EF cette fois. Exactement. Évidemment. Et enfin, nous entendrons également dans cette émission les témoignages de Jackie Carré, chef produit EOS de Canon France, d'Alain Tombois, expert produit du CPS, le Canon Professional Service, et de Alexandre Bess du duo Alexandre et Chloé Bess. Voilà pour cette longue présentation puisque nous sommes très nombreux aujourd'hui en studio et on attaque le sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir l'EOS R7. Alors, bon, il est vrai que ce nouveau boîtier était attendu un peu comme le loup blanc par de nombreux photographes. C'est un boîtier qui est équipé d'un capteur au format APS-C expert, taillé pour le terrain et la vitesse. On ne peut s'empêcher en le voyant de le concevoir finalement comme le digne successeur d'un appareil légendaire réflexe, l'EOS 7D Mark II, l'outil de prédilection pour de nombreux photographes passionnés ou professionnels spécialisés dans les disciplines de sport et d'animalier. Roch, pour commencer, pourquoi nous avoir fait attendre aussi longtemps pour nous offrir l'EOS R7 ? Alors en fait, il faut revenir un petit peu à la genèse de tout ça et se dire que même si les auditeurs qui nous écoutent ne s'en souviennent pas forcément, Canon a été un des pionniers de l'hybride, puisque les premiers hybrides Canon sont apparus il y a plus de 10 ans, en 2012, avec la série M. Il est vrai qu'il a fallu attendre il y a 4 ans pour voir arriver le plein format avec la série R, et j'allais dire une mise en place d'une gamme optique dans une rapidité absolument spectaculaire, parce que quand on voit le niveau de qualité des optiques RF aujourd'hui, on se dit que Canon a fait du chemin très très vite, et c'est vrai que depuis 10 ans, on est passé au plein format 6 ans plus tard. Ensuite, on est arrivé avec les R5 et R6 qui ont été les véritables détonateurs du plein format hybride chez Canon. Il y a 2 ans déjà. Hein. Il y a 2 ans déjà, c'est c'est passé très vite. Il y a Alors, déjà le R6 Mark II qui sort là d'ailleurs. Oui. Qui est sorti il y a quelques jours. il On va est en sorti- parler un petit peu quand Ouais, même. il est sorti il y a quelques jours. On est en plein Covid, hein, quasiment, quand le R5 et le R6 arrivent. Et malgré Ouais. tout, ils vont connaître un succès absolument fulgurant, complété ensuite par le boîtier professionnel R3, plein format également. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, on a une gamme absolument fantastique. Et comme tu le dis, Arthur, il ne manquait à ça qu'un boîtier APS-C d'excellence. Et c'est le R7 qui est apparu parce que c'était une attente très très forte des consommateurs. Depuis 2009, Canon n'a lancé finalement que 2 boîtiers dans cette catégorie, le 7D et ensuite le 7D Mark II 5 ans plus tard. Et il aura fallu attendre quand même entre 2014 et 2022 pour voir arriver une vraie nouveauté dans cette catégorie, et c'est l'EOS R7. Mais il n'est pas arrivé tout seul, hein, le R7, puisqu'il a été lancé avec le R10 aussi. Alors, il a été Faut lancé quand même avec en le parler. R10. C'est son petit frère. le C'est son R10, petit frère, d'une certaine absolument. façon, hein. C'est 2 catégories de produits. L'un a un chiffre, c'est Ouais. le 7, l'autre a 2 chiffres, c'est le 10. On sait que chez Canon, plus le chiffre est petit, plus le boîtier est valeureux, on va dire. Et le R10 est un boîtier extrêmement bien né, qui a une destination quand même plus grand public. Voilà, plus grand public, mais il est quand même un superbe produit. Plus proche des univers 850D Tout à fait, ou 90D. tout à fait. Pour ceux qui connaissent les réflexes. Mais 90D, j'allais dire, on était déjà dans une espèce de D'entre-deux, produit d'entre-deux, exactement, Benjamin. On était dans quelque chose entre deux au niveau du 90D. Mais le R10 est un produit déjà expert. Hein, déjà expert. En tout cas, c'est quand même assez impressionnant de voir qu'en 4 ans, avec cette
nouvelle monture RF, vous avez quand même sorti pas moins de 10 boîtiers. Alors, je vais les citer par ordre d'apparition, si je puis me permettre. L'EOS R, l'EOS RA, qui est une déclinaison Pour l'astronomie. Ouais. Astro Ouais. de ce boîtier sans filtre infrarouge. L'EOS RP, l'EOS R6, l'EOS R5, l'EOS R5C, qui est une déclinaison vidéo, cinéma même, de ce boîtier. Le R3, le R7, le R10 et tout récemment le R6 Mark II. C'est quand même énorme. On a affaire à une gamme très, 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 très complète. Puis ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a eu 24 nouveaux objectifs qui sont sortis en moins de 4 ans. Le dernier en date que vous avez annoncé en même temps que le R6 Mark II, un 135 mm f1.8 LIS USM à un prix que je tairai pour ne pas froisser les oreilles de nos auditeurs. Plus de 2500 €. Oh, pardon. Trop tard. Et donc voilà, vous avez fait un travail colossal en 4 ans, quoi. On a fait un travail colossal. On a bénéficié de technologies absolument fantastiques de la part de Canon. On a bénéficié d'une attente des clients Canon. Et j'allais dire, on surfe sur une vague. Comme le disait Benjamin, on a senti vraiment un vrai déclenchement depuis l'arrivée des R5 et R6. Et depuis ce temps-là, c'est vrai qu'on est dans une dynamique absolument incroyable sur les boîtiers hybrides. Et cette dynamique, elle a pris un petit peu, elle a pris tout son sens avec l'arrivée du R7, parce que le succès du R7 est absolument, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un succès qui n'est pas inattendu, mais qui en tout cas dépasse toutes nos espérances. Mais alors du coup, il y a quand même un truc qui est difficile à comprendre dans votre gamme. C'est-à-dire qu'on retrouve des hybrides APS-C en gamme EOS M et ce R7 qui est un hybride APS-C en gamme RF, c'est ça? Alors pour l'instant, les deux gammes cohabitent, c'est tout à fait ça. Le R7, c'est un produit qui a été construit autour de la baïonnette R, bien entendu, qui utilise toutes les optiques RF et les optiques RFS qui lui sont dédiées. Les optiques RFS, ce sont des optiques destinées aux produits APS-C. Comme les EFS avant. Exactement, comme EF-EFS. Sauf que cette fois, on peut monter toutes les optiques sur la même monture, parce que ce n'était pas le cas en réflexe. On ne pouvait pas mettre des EFS sur les EF, par exemple. C'est exactement sur ça. les pleins formats. C'est exactement ça. On peut jongler. On peut jongler. Donc, il bénéficie, comme tu le disais, Arthur, d'une gamme fantastique, parce qu'il arrive avec déjà 24 optiques existantes. Et il s'intègre tout à fait dans ce système RF, et il se coule dans ce système RF. Ok. Stéphane, Eric, vous l'attendiez, ce nouveau boîtier, le R7 ou pas? Alors moi, j'ai sollicité Rock justement, c'était quoi, en mars, parce que je travaille avec du 7D Mark II, avec des difficultés dans les lumières un peu basses. Et donc, lorsque je l'ai sollicité, il m'a dit « patiente un petit peu, on a quelque chose dans les tuyaux ». Et donc, voilà, je l'ai testé pendant 2 mois. Voilà, il est fort intéressant parce que moi, c'est mon premier hybride. Et donc, voilà, il y a un vrai besoin. Et voilà, c'est intéressant sur le sport. Pourtant, tu aurais pu aller entre-temps sur des boîtiers plus véloces aussi, mais en plein format. Par exemple, voilà. un R6. C'était une option que j'ai évoquée avec Rock. Alors 20 également. millions, c'est peut-être un peu court, mais cela dit, par rapport au CD Mark II, c'est cohérent. Et avec une longue focale, pourquoi pas? Effectivement, donc c'était une option. Alors, moi, j'aime bien la mobilité, donc j'aime bien travailler avec un objectif plutôt 100-400, assez léger, et voilà, et pas être fixe. Et effectivement, c'est une option qu'on a échangée avec Rock, mais je suis pas déçu des essais réalisés avec le R7. Et toi, Eric, tu as franchi le cap de l'hybride un peu plus tôt, si j'ai bien compris. Oui, moi je l'ai franchi même quand j'étais encore chez Nikon et je suis passé chez Canon il n'y a pas si longtemps que ça, et pour le fameux R3. Donc tu démarres bien, quoi. Ouais, voilà, directement. En fait, parce que ce boîtier avait tout sur la fiche technique, en tout cas, tout ce dont j'avais besoin. Alors, un autofocus. Tu m'expliques du coup comment on passe du R3 au R7. Hein. Ça, il va falloir me convaincre. Hein. Alors là, le R7, en fait, c'est pas un boîtier que j'attendais, puisqu'avec le R3, je crois qu'on n'attend pas grand-chose d'autre de plus qu'un boîtier pareil. Mais il m'intéressait pour m'en servir essentiellement comme multiplicateur de focale, en fait. Donc, il me fallait un boîtier qui a un autofocus extrêmement véloce, comparable au R3, et c'est le cas. Et puis, voilà, mon 402.8 se transforme en 640 f2.8. Et quand tu passes de l'un à l'autre, au niveau de l'ergonomie, t'es pas du coup un petit peu déboussolé, t'arrives à t'y retrouver parce que c'est pas la même logique.
Par C'est- exemple, est-ce que tu te sers de l'AIAF sur le R3 ou tu peux pas faire les mêmes réglages de personnalisation de l'un à l'autre en fait? Alors, les réglages de personnalisation sont assez proches quand même, parce que les Ouais. menus sont très très proches. Par contre, il y a des choses disponibles sur le R3 qui ne le sont pas sur le R7, mais je dirais inversement également. Il y a aussi des choses possibles sur le R7 qui aujourd'hui sont pas possibles sur le R3. Je lance un petit appel à Canon en espérant que des mises à jour firmware permettent ces, Et oui, c'est les mêmes processeurs, hein. c'est les mêmes processeurs, et du coup les menus sont très très proches. Alors en effet, les touches raccourcies vont pas être tout à fait les mêmes. Il y a des molettes qui manquent sur le R7, enfin qui manquent, qui ne sont pas sur le R7, qui sont sur le R3, mais globalement, je m'y retrouve quand même assez facilement. Mon Rock, du coup, ce R7, il se destine à qui? Alors, on a vraiment sur ce plateau les deux photographes auxquels il se destine, c'est-à-dire des photographes d'action qui ont besoin, un, de se rapprocher de leur sujet et deux, d'avoir de la réactivité. Donc, l'animalier et le sport sont deux disciplines, j'allais dire, qui répondent à ces exigences. L'avantage, comme le disait Eric, c'est qu'on a déjà un multiplicateur de focale naturel avec un APS-C, c'est-à-dire on est déjà 1,6 fois plus près qu'avec un capteur 24-36 traditionnel. Donc on évite le multiplicateur. J'ai envie de dire aujourd'hui, pratiquement, un multiplicateur RF et un doubleur RF, on n'est pas très loin en ajoutant les deux du prix d'un R7, quoi. Ça peut Mmh. paraître complètement incroyable, mais on en est presque là. Et là, on va avoir un produit qui va vous permettre d'être au plus près de l'action avec la meilleure réactivité possible. Donc, le R7 répond aux besoins de photographes qui ont besoin justement d'être dans l'action et d'avoir une très très forte réactivité. C'est Oui. vraiment fait pour eux. Surtout que pour l'instant, en tout cas, parmi les optiques disponibles, et notamment en RFS, il n'y a pas vraiment d'optique très grand angle. Donc les paysagistes, on ne va pas leur dire d'aller directement là-dessus, à moins qu'ils aient une gamme optique EF ou EFS, un 10-18 par exemple, qui pourront monter dessus. Mais les optiques de prédilection, c'est plus les longues focales, quoi. Voilà, alors la seule optique, j'allais dire, qu'on a lancée aujourd'hui, qui est une focale fixe, qui est un 16 mm, Exact. qui peut être En intéressante. monture RF, ouais. En monture RF, absolument. Et puis ensuite, les zooms transstandards qui démarrent à 18, c'est-à-dire à 24 mm, si on fait le rapport 24-36, qui sont quand même intéressants. Mais c'est vrai qu'on sent bien dans ce que tu dis, Benjamin, que la volonté, elle est plutôt d'aller vers des sujets éloignés. C'est quand même la philosophie de ce type de boîtier. Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, hein, le sport et l'animalier en première target, si je puis dire. Après, moi, je trouve qu'un EOS R7, c'est aussi une porte d'entrée dans l'univers de l'hybride, qui est peut-être un petit peu plus accessible que certains de vos autres modèles, avec justement cette compatibilité, cette ouverture tout de suite à la monture RF pour, dans un avenir plus ou moins proche, basculer peut-être sur des modèles 24-36. Parce que en termes de positionnement prix, il est assez intéressant ce boîtier. Alors, il est très, très, très intéressant. Il se situe aux alentours de 1 500 Ouais, c'est euros. ça. C'est un prix qui a surpris, j'allais dire pratiquement. Il a surpris tu parlais de mon travail avec les distributeurs, avec les réseaux de distribution. Ils ont quand même été assez surpris du prix. Ils pensaient que ce produit, au regard de sa fiche produit, au regard de sa fiche technique, pouvait se vendre plus cher. Il est vendu au prix que Canon a estimé être le bon prix pour les consommateurs. Mais c'est vrai que il offre des avantages absolument incroyables dans un rapport qualité-prix qui est incroyable. Et pour reprendre ce que tu dis, c'est un fantastique produit d'entrée vers le haut de gamme Canon aussi, hein. On est dans le plus haut de gamme de la PSC, mais on est aussi aux portes de faire autre chose. Pourquoi pas, hein. Ok. Bon, avant d'entrer en profondeur hein, dans les possibilités qu'offre ce nouveau boîtier, on va d'abord essayer de bien comprendre quelles sont finalement les particularités, parce qu'il y en a, d'utiliser un appareil équipé d'un capteur APS-C. Pour cela, on vous propose d'écouter le témoignage d'Alain Tombois, qui est expert produit du CPS, le Canon Professional Service. Il nous explique absolument tout. Alors, un capteur APS-C, c'est un capteur qui va être un tout petit peu plus petit que le capteur plein format. Donc, il fait 22,3 par 14,8 mm, donc il est un peu plus petit. Et en fait, on va travailler essentiellement sur ce type de capteur pour des photographes qui cherchent à être assez proches de leur sujet. Comme le cadre image est plus petit que le plein format, lorsque le photographe va faire sa photo, eh bien, son sujet va lui sembler être beaucoup plus proche qu'à la normale.
Comme le rapport de capteur est de 1,6, eh bien, il va falloir multiplier la focale que l'on utilise par 1,6. Sur les très longues focales, effectivement, hein, si on a un 70-200 mm avec soi, et qu'on n'a pas forcément les moyens d'investir dans des optiques qui sont beaucoup plus coûteuses, eh bien, le fait d'avoir un capteur plus petit avec ce rapport de focale, eh bien, on va être capable d'atteindre très facilement les 300 mm. Donc, ça augmente énormément la puissance de portée de nos optiques qui sont déjà de très grande qualité. Et l'intérêt de tout cela, c'est que sur un EOS R7, on a déjà sur cette taille de capteur 32 millions de pixels, ce qui fait qu'il y a déjà une très très belle définition et qui peuvent malgré tout recadrer à l'intérieur de ce cadre image. Alors sur les montures EOS R actuellement, donc pour tous les appareils EOS R, on va pouvoir monter un peu l'ensemble des optiques qui ont été produites par Canon depuis 1987. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y monter, bien entendu, toutes les optiques qui ont été conçues pour la bague EOS R, donc la dernière bague Canon qui est sortie en 2018. Mais le gros intérêt, et c'est là où nos ingénieurs ont bien travaillé sur la possibilité également de monter l'ensemble des optiques de génération réflexe, donc avec une simple bague d'adaptation, les optiques EF, mais également les optiques EFS. Il explique bien les choses, hein, Alain. Donc, si je fais un rapide résumé, le R7, il est équipé d'un capteur APS-C au format 22,3 par 14,8 mm. Il appartient à la gamme des hybrides EOS R de Canon et fonctionne donc nativement avec l'intégralité des optiques RF de Canon et peut fonctionner aussi, si on utilise une bague d'adaptation, avec l'intégralité des optiques réflexe EF et EFS qui ont été développés par Canon. Rock, au niveau des optiques, il y a des modèles qui ont été conçus spécialement pour ce format de capteur APS-C? Alors, il y a des modèles transstandards qui ont été conçus pour le format APS-C. Le 1850, qui est un 3563 IS STM, et le 1845 4563 STM. Donc, ce sont des optiques qui permettent de répondre, j'allais dire, aux besoins les plus élémentaires du photographe dans sa zone de focale qui est du 2405 ou du 2435, on va dire, hein. Voilà. Alors après, il faut savoir que dès qu'on travaille avec des optiques plein format, qu'elles soient RF en monture directe ou EF par l'intermédiaire de la bague, à ce moment-là, on a un recadrage de 1,6. C'est-à-dire, je monte mon 100 macro EF ou RF, j'ai un 160 mm en lieu et place d'un 100 mm. Et d'ailleurs, si on monte l'une de ces deux optiques, si par exemple, Eric, tu avais une de ces deux optiques, tu l'as montée sur ton R3, tu aurais un recadrage direct, une fonction APS-C sur le R3 qui engendrerait un recadrage de 1,6 directement. C'est exactement Ouais, ça. c'est Il y a peu d'intérêt à le faire, on va Non, dire. il n'y en a pas. Enfin, sauf si Non. vraiment on se retrouve dans une situation où on Bah, n'a sauf plus que si cette on optique-là. Et l'a il et n'y a que que celle-là qui marche, il y en a ouais. une autre qui marche pas. Mais enfin, a priori, il n'y en a pas. Mais c'est juste pour dire que là encore, on y revient, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque des réflexes. Mais pourquoi, au fait, 1,6 fois et pas 1,5 alors que tout le marché le fait? Est-ce que c'est une colle? Est-ce qu'on n'arrive pas à Alors, avoir On n'arrive pas à avoir l'info. c'est une colle pour moi également. Ouais. C'est 1,6 fois. Moi, j'ajouterais une donnée technique à laquelle on ne pense pas souvent. C'est que quand on travaille à 1,6 fois, on travaille vraiment à l'intérieur du cercle optique. C'est-à-dire qu'on va prendre le cœur de l'optique, qui est toujours la meilleure qualité de l'optique. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est très intéressant aussi de se dire qu'on va éviter des phénomènes de vignettage et qu'on va travailler dans la partie optique la mieux conçue de l'optique, c'est celle du centre. Et ça, c'est intéressant aussi quand on utilise un APS-C. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions sur cette rétrocompatibilité optique dans l'univers hybride de Canon, avec la possibilité d'utiliser ces objectifs réflexes avec cette bague. Alors, il y a 3 versions hein, de la bague EF vers RF. Il y en a une, on va dire, classique, hein, sans mauvais jeu de mots. C'est des bagues actives, hein. J'entends que l'autofocus va fonctionner, la mesure de lumière va fonctionner, la stabilisation va fonctionner, le boîtier va alimenter les objectifs. Enfin, c'est vraiment des bagues actives. Donc, il y en a une classique. Il y en a une avec une bague de réglage qu'on peut programmer, auquel on peut affecter différentes fonctions, comme par exemple le contrôle de l'ouverture. Et il y en a même une qui intègre en plus un système de porte-filtre
pour pouvoir mettre un polarisant, non, peut-être pas un polarisant, mais DND en des vidéo, filtres, voilà, des c'est très filtres de pratique. densité, des densités en vidéo. Stéphane, toi qui travailles un peu dans les deux univers, avec des optiques réflexes que tu utilises sur l'EOS R7, est-ce que ça marche réellement? Alors moi déjà j'y voyais effectivement un grand intérêt parce que alors je suis amateur donc ce n'est pas mon métier donc je fais attention à la notion de dépense. Je peux pas switcher tout changer tout mon matériel photo et donc je trouvais que la transition avec la bague d'adaptation était une bonne option. Bah, ça fonctionne. Moi, j'ai utilisé mon 100-400 avec EF sur le R7. J'ai pas trouvé de perdition de qualité d'image. J'ai trouvé le même piqué. Voilà, c'est une bonne transition pour Alors, après aller vers. ouais, je suis d'accord. Sur le piqué, je suis assez d'accord que ça fonctionne parfaitement. Je pense que la question que les gens se posent, c'est finalement en termes d'autofocus et de stabilisation, est-ce qu'on a exactement le même type de comportement avec ces optiques réflexes quand on les utilise sur un hybride? Alors moi, j'ai pas trouvé de différence. Ok. Alors l'autofocus est juste magique avec le R7, donc il fiche vraiment, enfin il trouve bien le sujet, il le garde bien, il est hyper rapide et je l'ai pas perdu avec les objectifs EF. Et est-ce qu'au contraire, tu vois pas un gain tel que du coup ton 7D2, tu l'utilises moins ou voire plus? Parce qu'il y a quand même presque 8 ans d'écart entre les deux boîtiers. Ouais, mais entre le 7D2, enfin c'est un complément en fait. Mais effectivement, aujourd'hui, quand je suis avec le R7, difficile de revenir un peu en arrière. C'est quoi du coup vos optiques de prédilection à tous les deux dans vos disciplines respectives, Eric? Alors moi, mon optique vraiment principale, c'est avec laquelle je travaille quasiment tout le temps, c'est vraiment le 402.8 parce que en animalier, on est quand même toujours à des distances assez importantes des sujets et donc il faut malgré tout des gros téléobjectifs et surtout des téléobjectifs lumineux. Surtout moi, ma pratique, elle est beaucoup sur la faune forestière. Donc la lumière manque toujours tout le temps et j'ai aussi pour habitude de travailler très très tôt le matin et très très tard le soir. Et quand je dis très tôt et très tard, c'est-à-dire que souvent j'arrive aujourd'hui à faire des photos avec ces boîtiers hybrides incroyables. C'est-à-dire que j'arrive à faire des photos alors que je n'y vois rien à l'œil nu, mais que le boîtier, lui, il voit quelque chose. Mhm. Donc voilà, je travaille assez souvent à 100 000 ISO f2.8 avec des pauses de l'ordre du quart de seconde. À Voilà, 100 000 ISO en APS-C du coup. Ouais. Ouais. Ok. Alors non, pas la PC. Ah, OR3. En OR3, avec la PSC, je monte à 32 000 ISO et je suis très étonné du résultat. C'est la valeur nominative maximale du R7. Voilà, 32 voilà. 000 ISO, ouais. Et voilà, je le pousse vraiment dans ses retranchements. J'ai pour habitude de pousser le matériel là où vraiment aux limites de ce qu'il est capable de faire. Et je trouve que le résultat est très très bon. Je précise toujours, c'est en utilisant DxO Photolab pour le traitement des images. Évidemment, l'image native à 32 000 ISO, elle ne fait pas forcément rêver, mais n'empêche qu'une fois traitée, c'est incroyable ce que c'est capable de sortir. Donc ça, c'est une info, les RAW du R7 sont pris en charge par DxO Photolab 6? Déjà, Enfin, les oui, dernières versions, oui, ouais. sans aucun problème, ouais. Et sinon, comme optique, j'utilise beaucoup le 70-200 f4 EF, du coup, l'ancienne version. Ok. Parce que le RF, pour moi, là, par contre, il y a une grosse faute de goût, c'est qu'on ne peut pas y mettre un multiplicateur ou un doubleur derrière. Alors que sur cette ancienne EF, c'était possible. Mhm. C'est toujours possible. Et ça marche très, très bien avec la bague, aussi avec le Ok. 1.4 ou le doubleur. Et là, encore, comme Stéphane, je dirais que la précision est parfaite. On a vraiment l'impression d'utiliser une optique RF, en fait. J'ai pas senti de différence avec la bague EF-RF ou directement avec un RF en termes de réactivité de l'autofocus, de précision de l'autofocus. Donc pour toi, le 100-500 qui a une très belle optique de sériel, c'est pas vraiment pour toi. C'est en raison de l'ouverture glissante qui est peu lumineuse, c'est ça? Exactement. Rock m'en avait prêté un au moment où je suis passé, comme je disais tout à l'heure, de chez Nikon à Canon, donc pour voir un petit peu comment fonctionnait le système avec un R5 notamment. C'est une optique incroyable, ce 100-500. Il est léger, il est d'une précision terrible, il est d'une qualité optique bluffante, mais pour moi, l'ouverture est juste inutilisable dans ma pratique de la photographie animalière. Alors, on le comprend bien, hein, en sport et en animalier, on a besoin de voir près des choses qui sont loin. Et donc, on va tout naturellement s'orienter vers des très longues focales ou des téléobjectifs, voire même des super téléobjectifs. La gamme RF de Canon, elle est assez impressionnante sur ce type d'objectif, notamment sur les longues focales, avec un 400 mm 2.8, un 600 mm f4, un 800 mm 5.6 et un indécent 1200 mm f8 qui équivaut donc
si on prend la petite calculette, à un 1920 mm si on l'utilise sur un EOS R7, voire même un 3840 mm si on y adjoint un multiplicateur de focale x2. Bon, elles sont super, hein, ces optiques, mais c'est des produits un peu d'exception, hein, qui coûtent très cher. Roch, est-ce que vous avez quand même en gamme des téléobjectifs, des zooms un peu plus abordables pour des personnes qui voudraient se lancer dans ces deux disciplines, mais qui n'ont pas forcément les budgets pour ces magnifiques sériels professionnels? Alors, on va avoir des optiques extrêmement originales, je trouve. On est arrivé avec 2 optiques, un 600 mm qui ouvre à 11 et un 800 mm qui ouvre à 11. Ce sont des optiques sans diaphragme, hein, c'est une seule ouverture. Elles sont intéressantes par leur prix puisque elles sont, le 600 je crois est dans les 900 € et le 800 mm est dans les 1 150 €. C'est absolument incroyable de pouvoir travailler avec ces focales parce que là aussi, on va bénéficier du coefficient multiplicateur que tu indiquais et on va avoir des focales complètement folles pour ce EOS R7. Alors, tout ça dans des conditions de lumière satisfaisantes. C'est ça, Je c'est pense. iPhone, faut quand bien même sûr, qu'il toujours y ait pas un peu pour de Eric, lumière, hein. C'est pas pour Non, l'écureuil au Eric, lever c'est du un jour. mec Là. 400 mm de 8. Voilà, Oui, c'est mais c'est vrai que moi, j'ai vu de magnifiques photos d'amis qui ont fait des choses avec des chamois en montagne, par exemple, en pleine lumière, si on fait des oiseaux en pleine lumière. Je pense aux spotters aussi. On n'en a pas parlé. Les gens qui photographient les avions, c'est quand même une communauté extrêmement intéressante et passionnée. Tiens, elle mériterait d'ailleurs un jour qu'on s'y intéresse. Dans Faut pas pousser les ISO parce que Ouais, on n'y a c'est- pas encore été, mais tu as raison. c'est des gens Ouais. absolument passionnants. Moi, j'adore le contact avec ces gens-là parce qu'ils ont la même passion qu'ont Stéphane pour la photo animalière ou enfin Eric pour la photo animalière ou Stéphane pour la photo de sport. C'est des gens intéressants et eux sont intéressés par ce genre d'optique parce qu'ils travaillent dans un ciel bleu magnifique en pleine lumière et là, ils vont pouvoir tirer la quintessence de ces optiques. Après, il y a des zooms, le 100-400 particulièrement, qui est dans les 800 €, qui ouvre Alors le 100 à... 400, oui, Oui. lui, parce qu'un 100 400 peut en cacher un autre. Hein. Oui, On parle pas oui, du oui, RF, oui, là, oui, c'est oui. le On est RF. bien Ouais. en RF et on est bien dans une ouverture de 5, 6, 8 avec un produit de qualité dans les 800 €. Une optique dont je veux parler qui est le 24-240 qui est souvent oubliée, Oui, oui, qui est une c'est vrai. optique extrêmement qualitative. Très très belle qualité d'optique, une immense polyvalence. Je la rappelle parce qu'elle mérite d'être un peu plus connue pour un prix d'environ 1 000 €. Le combo de rêve, pour moi, mais je pense que ni Eric ni Stéphane ne me démentiront. Ah ouais, c'est le produit, enfin c'est le combo idéal pour le milieu, pour le sport. Effectivement, en termes d'autofocus, en termes de stabilité, en termes de piqué, j'ai eu vraiment de très très belles photos cet été. Ouais, pour toi, c'est juste une question de budget, si on a bien compris ce que tu disais tout à l'heure, qui va pour l'instant, ou parce que tu as Bah, ton je suis 100-400 qui est vigi- très bon, et voilà. Bon, je suis vigilant, mais je peux Ouais. pas tout dépenser d'un coup. Ouais, Donc c'est ça. voilà. Donc, mais je suis en contact pour voir si je peux pas basculer sur. Ben voilà, c'est compliqué hein, de revenir en arrière. Donc voilà. Non, parce que le 100-500, on est sur un autre budget que tout ce qu'on vient d'évoquer. Là, on est un petit peu au-delà de 3 000 €. C'est une très très belle optique, superbement construite, de la série L. Je En disais puissance, mais... mais- Benjamin, c'est un combo de rêve. Hein, Voilà, attention. de rêve, on le précise. J'ai Ouais, pas ouais. dit que c'était le mien, hein, j'ai dit que c'était Ah ouais. un combo de rêve. Voilà. Eric, Après c'est fantastique. Moi, je suis pas photographe. Je suis très heureux d'avoir un R7 avec un 100-400, c'est-à-dire avec un 160 640 à peu près. Ça permet déjà des images fantastiques et uniques. Donc, on en a effectivement, on a des versions, j'aime pas dire économiques, parce que c'est pas économique dans la qualité, c'est économique dans le prix, mais on a des versions abordables qui vont permettre à des photographes voilà, de faire de très très belles images. Oui, puis précisons, on n'en a pas parlé, on en reparlera un petit peu plus dans le détail un peu plus tard dans cette émission. Ces optiques-là, ces téléobjectifs-là sont tous stabilisés et compatibles avec la stabilisation interne du R7, donc la double stab. Et ce n'était pas le cas auparavant avec le 7D Mark II que tu utilises. Ça, c'est une énorme ah oui, la différence. stabilisation capteur, elle est arrivée sur l'hybride, hein, chez Canon, non? Absolument, et c'est une énorme différence du coup aussi. Eric, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure. Je voulais, alors, il est un petit peu tard peut-être, Mais c'est pas grave, je vas-y. voulais rebondir sur ce que disait Roch par rapport à deux choses. Donc c'est 600 mm, là 800 mm f11. C'est qu'en effet avec le R7, comme il le précisait tout à l'heure, en plus on va travailler sur ces optiques-là sur la partie la plus piquée de l'optique. Et c'est vrai que ces optiques-là souffrent un petit peu, je crois, de vignotage. Et là du coup on va gommer cet effet vignotage et on va vraiment travailler que sur la partie la plus qualitative de la lentille.
garantie. ouais. Et là, dans ce cas-là, ça joue énormément, c'est clair. Et puis, il y a un truc à préciser qui est important sur ces deux objectifs, c'est leur poids, qui est, Ouais. qui est assez incroyable pour des focales de 600 et de 800 mm. Alors, ça va permettre pour moins d'1 kilo, hein, je ne sais plus quel est le poids. Je me rappelle plus Ça exactement, va mais permettre surtout, dans un sac à dos, dans un fourre-tout de photographe, de ramener peut-être l'image qu'on n'aurait jamais ramenée, en fait, hein, tout simplement, hein. Vous faites de la montagne, vous avez un équipement 70-200, vous voyez quelque chose très très loin. Bah, imaginez, vous allez travailler à 1000 mm quasiment, avec un produit qui ne vous aura pas coûté en effort de transport, hein. C'est quand même intéressant. Ouais, alors à ça, il faut quand même amener quelques petits bémols. Et je pense que là, peut-être que les amateurs, ils sont un petit peu moins sensibles, mais c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que quand on commence à travailler avec des sujets qui sont aussi loin, avec des focales pareilles, faut pas oublier que l'air peut vibrer très vite. On va avoir un air qui peut être chargé en particules. Je pense à Paris, par dissipation de exemple, la là, chaleur, où il peut y avoir aussi de la petite pollution, des choses pensée comme aux ça. 1200 mm. C'est clair qu'il y a très peu de cas en fait dans lesquels on peut vraiment utiliser de telles focales. C'est soit très tôt le matin, très tard le soir, ou alors des jours où il fait pas forcément beau, mais on peut avoir du brouillard, des choses comme ça, ce qui fait qu'on a du coup une impression d'image qui est très mauvaise. Et ça vient pas de l'optique, ça vient pas du matos, ça vient de la distance, qui fait que on peut pas avoir une image parfaitement piquée parce que l'air est entre les deux, quoi. Je me rappelle, il y a quelques années, quand vous faisiez la fameuse Canon Expo, là où se déroule actuellement le salon de la photo, vous aviez mis en démonstration un prototype d'un téléobjectif Canon. Je crois que c'était un 1600 mm, un truc complètement délirant que vous aviez monté sur un prototype de boîtier, un capteur, je ne me rappelle plus exactement. Mais il y avait une image vidéo où vous shootiez la Tour Eiffel depuis les toits de votre ancien siège social, et on voyait effectivement que tout ça était plein de perturbations Plein de vapeur. atmosphériques, voilà, tellement c'était loin. Et alors là, c'est les lois de la physique qui prennent le pas. Après, hein. parfois, ça donne un style d'image, hein. On le voit dans la Formule 1 particulièrement. Oui, En c'est automobile, vrai, on c'est est vrai. habitué à voir ces images parce que les photographes automobiles sont de plus en plus loin de l'action. À leur regret, ou dans la moto aussi, hein, on recule de plus en plus pour des raisons de sécurité les poules de photographes. Donc, ils travaillent avec des focales de plus en plus longues. Et c'est vrai qu'on a cet effet de chaleur qui est aussi un style, hein, parfois. Ouais. Alors, sur peut-être un pas- oiseau, ça fait Sur un moins. oiseau, c'est moins Ouais, bien. voilà, ça dépend du sujet. Après, il y a Ouais. des logiciels qui permettent de gommer un petit peu, d'éliminer le voile atmosphérique, notamment DxO. DxO peut le faire très bien, Lightroom aussi. Donc, photographier en RAW, en tout cas. Bon, l'autre souci, c'est aussi, juste encore une petite précision, mais c'est aussi trouver son sujet. Avec de telles focales, j'ai eu l'occasion d'utiliser Ouais. le 800 mm, non, le 1200 mm de Canon là, chez Image Photo à Cholet. Je l'ai eu dans les mains. Pour trouver un oiseau en vol avec cette optique-là, je peux vous assurer que c'est pas simple du tout. Il faudrait des systèmes comme les astrophotographes, là, avec des rotules équatoriales qui peuvent pointer de manière automatique les oiseaux, quoi. Ouais, c'est clair que ça pose aussi des problèmes en fait qui sont pas forcément faciles à résoudre en nature, quoi. Si on ne peut pas anticiper sur la présence du sujet, c'est quasiment inutilisable en fait. Alors finalement, des fois, le hasard, il fait bien les choses, hein, puisque Canon propose en ce moment une offre de remboursement sur certaines des optiques, des nouvelles optiques de la gamme RF, qui peut monter quand même jusqu'à 1000 € pour l'achat de 3 objectifs simultanés. Alors c'est un peu compliqué, des histoires de bonus, de super bonus. En gros, pour essayer de résumer, par exemple, on a le trio magique des zooms à f2.8 constant en sériel qui sont éligibles à cette offre-là. Sur chacun de ces zooms, vous pouvez disposer d'un remboursement de 250 €. Si vous en achetez 2, Canon rajoute 150 €, soit un total de 650 € remboursés. Et si vous vous faites super plaisir et que vous achetez la valise magique, c'est-à-dire les 3, Canon rajoute 250 €, ce qui revient à 1000 € de remboursés. C'est ça, Rox, si j'ai C'est bien exactement compris. ça. En fait, on va essayer de simplifier. Depuis une quinzaine de jours, j'achète une optique. Parmi toutes les optiques, j'allais dire, phares de la marque, hein, j'achète une optique. J'ai un bonus qui doit s'établir à peu près à 10% de la valeur de l'optique. J'en achète 2. J'ai ce fameux bonus dont tu viens de parler. J'en achète 3. J'ai un super bonus. Voilà. Donc, c'est un dispositif à tiroir, j'allais dire, mais il est actif depuis une quinzaine de jours. Et je vous engage, alors là aussi, à vous rapprocher
votre Oui. revendeur Et puis, de habituel toute qui vous façon, expliquera ça très bien. Et puis on retrouve toutes les informations Sur évidemment canon.fr. sur le site de Canon. C'est Bon, une prime rénov en fait pour rénover son, C'est la son prime, matériel rénov. EF, Par contre, en je RF. préviens tout le monde, n'allez pas demander un remboursement à l'État. Hein. Ah, j'étais Il y aura- à deux il y aura doigts, moi, rien. je cherchais. Ok, merci. isolation à 1 euro, non, c'est pas ça? Bon, alors maintenant qu'on a bien compris un peu les spécificités de la PSC sur cette EOS R7 et son incroyable polyvalence optique, on va rentrer un petit peu plus dans son usage terrain, dans les deux disciplines auxquelles il est principalement destiné, à savoir le sport et l'animalier. On va commencer par toi, Eric. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe sur le terrain avec un EOS R7? Mais en fait, pour ceux qui viennent du R3 comme moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'a Ouais, quasiment... c'est une histoire qui n'existe pas. Les gens qui ouais. viennent du R3 et qui vont sur le R7, mais c'est pas grave, vas-y, continue. Oui, eh bien, du coup, mais je pense que c'est la même chose pour R5, R6 d'ailleurs. Hein, on retrouve tout de suite nos marques. Ça fonctionne, les menus sont très semblables. Après, il y a des choses qui existent sur ce R7 qui n'existent pas ailleurs et qui sont très très intéressantes d'un point de vue de l'animalier. Je pense par exemple à cette capacité qu'a le boîtier de prendre et d'enregistrer en permanence jusqu'à 0,5 secondes en avant du moment où on va déclencher. Ça veut dire quoi? Ah Ça oui, veut oui, dire oui, que oui. C'est le mode pré-Rafale Euro, là. Très dont tu voilà. rafale. parles. Ça doit être bien Tu t'en aussi pour sers, le alors rugby, ça. Et ça, c'est top. Alors pour le rugby, j'ai pas cette expérience-là, moi. Non, j'utilise pas, non. Non, je Non. pense que ça doit être difficile parce que je pense que pour le rugby, c'est difficile d'anticiper en fait sur. Je pense qu'on doit être en permanence en train de suivre son sujet, alors que nous, en photographie animalière, il y a plein d'occasions pour lesquelles on sait qu'il va se passer quelque chose. Par exemple, quoi, un écureuil qui va sortir de son trou, un oiseau qui va. Je dirais qui va plus décoller, dynamique que ça. Voilà, un oiseau qui va décoller, un combat ou un animal qui va gicler, quoi. Donc on est dessus, et au moment où ça se passe, entre le moment où l'image, on comprend que ça se passe et le moment où on déclenche, on loupe toujours le départ. Alors que là, j'ai eu l'occasion de tester du coup cette fonction-là. Alors comment ça marche concrètement Alors, comment ça marche? Il suffit simplement de faire sa mise au point, d'appuyer en permanence sur le déclencheur, mais sans aller jusqu'au déclenchement, ce fameux la pré-mise au point. pré-mise au point. Et là, à partir du moment où on est sur cette pré-mise au point, on a l'appareil qui prend des images et qui les efface au fur et à mesure jusqu'à temps qu'on n'ait pas déclenché. Et quand on a réellement déclenché, à partir de ce moment-là, il garde les 0,5 secondes d'image à 30 images par seconde. Donc ça veut dire que sur ces 0,5 secondes avant le déclenchement, il fait des images à 30 images par seconde, sans modifier la mise au point. Par contre, ça, il faut garder ça ça veut dire qu'au moment où on appuie, la mise au point va rester fixe, si je ne me trompe pas. Mais par contre, ça veut dire que, quand on a déclenché, quand on regarde ce package d'images que nous propose ensuite Canon, en format RAW, on a les 0,5 secondes à 30 images par seconde qui précèdent le moment où on a déclenché. Ok. Et 32 millions de pixels, du coup, parce qu'on a beaucoup parlé de la taille de ce capteur, mais pas encore beaucoup de sa définition. 32 millions de pixels, c'est la définition idéale? C'est le bon compromis? Moi, en venant du 7D Mark II, j'étais à 20 millions, je passe à 32 millions, ouais, j'ai forcément gagné. Une bonne définition, je peux effectivement recadrer, surtout après des photos de rugby. On est un peu comme le chasseur, on cible le joueur concerné, et puis après on vient recadrer un peu nos photos. Donc oui, c'est très intéressant. Et tu perds pas en qualité d'image du coup, malgré cette hausse de définition en haut ISO, t'as pas l'impression? Après, je fais pas du gros recadrage non plus, mais je ne perds pas en qualité. Non. Et rappelons que cette définition n'est pas inédite chez Canon, puisqu'elle existait déjà de mémoire sur le 90D, les OS M6 Mark II. Ouais, t'as une si bonne je dis pas de mémoire. bêtises. Bravo. Non, mais c'était ça. Et Il est impressionnant. Hein. rappelons-le, c'est Dans- pas tout à fait nouveau. Dans ce qu'a dit Stéphane, il y a quelque chose d'intéressant. C'est quand même, il faut se rappeler qu'un 7D, c'était 18 millions, un 7D2, c'était 20 millions. On est à 32 millions. Donc, on a fait un progrès absolument colossal de 50% de définition en plus. On connaît la quadrature du cercle de la PSC, c'est-à-dire un format plus petit. Donc, des photosites, plus on en met, plus ils sont petits, moins on a de sensibilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'avec 32 millions de pixels, on est beaucoup plus sensible avec un R7 qu'on l'était avec un 7D Mark II qui n'avait lui que 20 millions de pixels. Donc il y a un progrès par les processeurs, bien évidemment par le traitement, qui permet d'avoir une résolution supérieure et un gain de sensibilité supérieur également.
Et dis-moi, tiens, toi, Stéphane, qui vient du réflexe, du coup, c'est la première fois que tu expérimentes la stabilisation capteur et la double stabilisation, comme l'a évoqué Benjamin tout à l'heure. Est-ce que ça te permet de faire des images que tu pouvais pas faire avant? Alors effectivement, j'ai testé avec le 100-500 et le R7. Je ne sais pas si je fais des photos différentes, mais en tout cas, effectivement, j'ai très peu de mauvaises photos. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de très bonnes photos. Alors entre le focus et la double stabilisation, j'ai de très belles photos que je répète. Ce qui est un peu problématique, c'est que je passe beaucoup de temps du coup en tri. Mais il y a très peu de déchets, effectivement. Il y a très peu de déchets. Le R7, c'est aussi un boîtier qui est super compact, super léger. J'imagine il y a des cas de figure où vous êtes tous les deux sur trépied, mais d'autres cas de figure où vous êtes à main levée. Ça doit jouer quand même au bout de plusieurs heures de prise de vue d'avoir un boîtier léger. Moi, en fait, c'est quand même pas le boîtier principal, hein. Donc, je dois dire que je le mets plutôt occasionnellement, encore une fois, quand j'ai besoin de focale. Par contre, ce poids fait que parfois, ça m'arrive d'aller en repérage, on appelle ça, hein, en photographie animalière. C'est-à-dire que là, on n'est pas vraiment dans une situation prévue, anticipée, mais juste sur le terrain à chercher la présence des indices de présence ou de la présence animalière pour voir comment ensuite on va pouvoir travailler plus précisément. Et du coup, je prends bien plus volontiers avec moi justement une optique et ce fameux R7 parce que là, en effet, il y a un gain de poids qui n'est pas gênant dans cette balade et dans dans cette promenade un petit peu où on a tous les sens aux aguets. Ce qui était un peu moins le cas avant avec un boîtier un petit peu plus lourd et un petit peu plus encombrant. Une petite précision d'ailleurs à ce sujet, puisqu'on parle du R3 qui est un hybride monobloc, comme l'était un DX Mark III réflexe. Il n'y a pas de poignée pour l'instant prévu pour le R7. Est-ce que ça, ce serait prévu ou est-ce que c'est un choix délibéré? Finalement, c'est un boîtier léger, d'entrée de gamme pour tous et il n'y a pas forcément besoin de grip. Je crois que c'est un choix délibéré. On a été surpris, hein, comme tu peux l'être, on a été surpris qu'il n'y ait pas de poignée. L'autonomie est très satisfaisante du R7. Je pense que nos deux photographes pourront le corroborer, cette approche qu'on a, en tout cas cette idée qu'on a qu'il est effectivement performant en autonomie. Après, c'est vrai que ça peut être gênant dans le sens du double déclenchement parfois, si on Avec de longues fonctionne, focales, on aime si bien on parfois, fonctionne ouais, en mode portrait. en quoi. mode portrait. Mais il est tellement léger, comme tu le disais, il est tellement petit que finalement, c'est pas forcément gênant. Je crois que c'est un parti pris de Canon d'avoir choisi de ne pas créer de grip pour ce boîtier et de privilégier vraiment sa compacité, sa légèreté. Je dis ça parce qu'en tant qu'utilisateur du 7D2, il y avait un grip pour le 7D2. Absolument. Donc, quand on parle aux utilisateurs de 7D2, c'est peut-être une précision qu'il faut quand même. Mais c'est vrai que le R7 est beaucoup plus compact, beaucoup plus léger. Alors moi, je n'utilise pas de monopode ni de trépied, donc Donc, tu as main tout à levée, bout tu de le bras, sens. tout à bout de bras. Donc le chapeau. moindre gramme, Tout le un match moindre- de rugby à main levée, ouais. voilà, le moindre gramme est précieux. Et effectivement, l'autonomie, moi, je fais je fais plus de 2000 photos avec une batterie, donc c'est 2000-2500 photos. Donc c'est vraiment très très agréable, quoi. Et puis on peut recharger l'AQ en USB Ouais. en même temps. C'est ça. Et je sur pensais le qu'il R7. était beaucoup plus énergivore que ça, mais Moi, j'ai été surpris. J'ai un exemple assez intéressant en ce qui concerne l'autonomie, parce que je fais beaucoup de photographies de chauves-souris à certaines périodes de l'année, et notamment là, en août-septembre, j'ai eu l'occasion de le faire. Quand on travaille sur les chauves-souris, on travaille ce qu'on appelle en open flash. Ça veut dire que l'obturateur reste ouvert et la lumière s'enregistre, ou l'absence de lumière si on est de nuit. Et donc, c'est des pauses de, on va dire, entre 5 et 10 secondes. Et j'avais parallèlement le R3 avec sa grosse batterie et le R7 à côté, qui étaient chacun sur leur trépied avec leur optique. Et j'ai travaillé comme ça toute une nuit, de 7h, 19h le soir jusqu'à 3h, entre 3 et 4h du matin, avant que les batteries flanchent. Et surtout, j'ai pu constater du coup que le R7 a tenu aussi longtemps que le R3. Donc j'ai été vraiment, vraiment bluffé par l'autonomie de ce boîtier. Alors, dans vos deux disciplines, on peut être souvent amené à travailler en rafale. Le R7, il monte jusqu'à 30 images par seconde, je précise avec l'obturateur électronique, et jusqu'à 15 images par seconde en obturateur mécanique. Là, pour le coup, il y a un petit gap depuis le 7D Mark II. Est-ce que ça change la vie? Alors clairement oui.
Alors moi, je me bride en obturateur mécanique parce que sinon, comme je suis un peu sensible de l'index, je passerai trop de temps Oh, à puis ça fait trier. un petit bruit qui est rassurant quand même. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça permet de ménager un petit peu voilà, le nombre de photos. Mais effectivement, sur des courses, alors moi, le rugby est multiple, donc il y a différentes phases de jeu. Il y a les touches, il y a les courses, et forcément, en ayant ce mode rafale augmenté, on a beaucoup plus de photos avec l'opportunité d'avoir des belles expressions, des belles attitudes. Donc voilà, effectivement, c'est précieux. J'ai plus que doublé. Je peux monter effectivement à 30, mais aujourd'hui à 15, c'est vraiment très satisfaisant. Pour ta part, Eric, toi? Alors moi, j'utilise beaucoup la Rafale à 30 images secondes, beaucoup trop d'ailleurs, parce que quand je passe en post-traitement et en post-production, je me rends compte que j'ai un sacré temps à y passer. Mais en effet, c'est quand même un avantage sur les... Moi, j'aime beaucoup la photographie animalière dynamique, donc les envols, les combats, des choses comme ça. Et là, du coup, dans ces situations-là, les 30 images secondes, c'est juste énorme. Et au niveau de l'autofocus en lui-même, est-ce que vous utilisez donc les modes de reconnaissance AF, notamment toi qui viens du 7D Mark II? Est-ce que tu t'y fais? Reconnaissance du visage, détection des yeux, détection des sujets? Alors, j'ai pas encore basculé là, Ouais, parce que tu vas petit à petit. ouais, c'est ça. Pour l'instant, je suis en phase de. J'apprivoise le boîtier, mais effectivement, je vais y passer. Alors après, avec 30 joueurs sur le terrain, je ne sais pas comment il va se comporter, s'il va réussir à suivre bien chaque sujet. Mais sinon, l'autofocus en mode classique est très très performant. Et vraiment, il capte directement le sujet et le reste et le maintient. Donc c'est vraiment une belle opportunité. Et toi, Eric, la reconnaissance des oiseaux qui est intégrée dans ce boîtier? Alors déjà, je voudrais rassurer Stéphane, quand il va passer en mode intelligence artificielle, on va dire, hein, il va être totalement bluffé parce que c'est juste totalement hallucinant. Pour moi, la révolution là, des hybrides et de l'autofocus des hybrides est du même ordre que ce qu'on a pu avoir quand l'autofocus est arrivé. Wow! Ah, pour moi, Oh, les grandes phrases. c'est du même niveau, vraiment. On a affaire à un vrai spécialiste de l'AF, je le précise, parce que c'est vraiment un technicien de l'AF, hein. C'est intéressant la vision d'Eric, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé en profondeur, j'allais dire l'usage, que ce soit sur le R3 ou le R7. Mais ça, c'est super intéressant parce que quand même sur le 1DX Mark III, par exemple, on était déjà à un niveau qui était superlatif. Alors là, l'intérêt aussi, ça va être de pouvoir travailler sur toute la zone du capteur. Bien Pour, sûr. en animalier ou en sport, ça, c'est un atout qui est important. Ah, c'est énorme, et c'est surtout énorme quand le sujet justement vient en animalier, quand on a des sujets en vol par exemple ou qui se déplacent, on arrive très souvent à être en borderline en fait, tout simplement parce qu'on l'a pas très bien suivi, et au moment de le rattraper, par exemple, s'il sort un petit peu du cadre et qu'il revient, bah, classiquement avant c'était perdu, c'était parti sur le fond de l'image et on faisait plus de photos, alors que là, non seulement il le perd pas, même s'il y a un bout de queue, un bout d'oreille qui reste dans le cadre, et même d'ailleurs s'il repart, s'il sort et qu'il revient, l'autofocus le reprend immédiatement. Et ça, c'est vraiment un résultat qui est totalement incroyable. Alors, l'intelligence artificielle, la reconnaissance des oiseaux fonctionne parfaitement bien, mais non seulement la reconnaissance de l'oiseau, mais surtout de l'œil de l'oiseau. J'ai pu avoir des images où je pense à une série que j'avais fait sur un faisan colchide, bon, pas un oiseau extraordinaire, mais n'empêche qu'il était dans un roncier et le boîtier trouvait l'œil à travers les ronces et ne le lâchait pas. Et précisons que c'est les mêmes algorithmes AF que ceux du R3. C'est hein. ça. Le système autofocus du R7, c'est copie conforme de ce qui a été embarqué dans le R3, le boîtier professionnel de chez Canon. Bon, vous mettez un peu en avant tous les deux les performances de ce système autofocus. Il faut savoir que le système AF du R7, il a été en quelque sorte entraîné par une intelligence artificielle avec ce qu'on appelle la technique du deep learning. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça de comprendre de quoi il retourne. C'est pour ça qu'on a posé la question à Jackie Carré, qui est le chef produit Gameos chez Canon, de nous expliquer vraiment comment ça fonctionnait cette histoire d'intelligence artificielle et de deep learning. On l'écoute. Sur les OCR7, donc on s'appuie sur le dual pixel Canon, hein, donc qui est un système très, très populaire chez nos photographes. Donc ce système, on l'a inauguré sur les réflexes, mais on l'a surtout amélioré sur les hybrides depuis les OCR5 et les OCR6, où on a mis en place l'intelligence artificielle. Après, on a encore progressé sur le R3 avec un nouvel algorithme. Et donc, c'est qu'on peut détecter le sujet sur quasiment toute la surface de l'image, hein, c'est-à-dire 90% en horizontal par 100% vertical.
Et quand on a accroché un sujet, par exemple un oiseau, eh bien, on va pouvoir le suivre sur l'intégralité de la zone de l'image. Sur le R7, on peut détecter donc les personnes, les animaux comme les oiseaux, les chats, mais c'est tous les félins, et les chiens, c'est tous les canidés, et également les véhicules, hein, comme sur le R3. Donc, on peut suivre tout ce qui est moto, voiture, et également le pilote de la moto quand on est sur des véhicules qui sont ouverts. Et entre guillemets, le photographe, lui, il va vraiment s'attarder à faire le cadrage et à choisir le moment où il photographie, mais l'appareil gère tout ce qui est système de mise au point. Il va gérer le tracking, le suivi sans difficulté sur toute la surface de l'image, et également avec des très faibles lumières, avec une très très bonne sensibilité, puisqu'on peut travailler par exemple jusqu'à f22. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, sur les OCR7, hein, comme sur les hybrides EOS R, on s'appuie sur du deep learning. Donc en français, c'est l'apprentissage profond. C'est une branche de l'intelligence artificielle qui permet de faire apprendre un certain nombre d'informations à un processeur qui, après, quand il rencontrera la situation, pourra appliquer ce qu'il a appris lors de son développement. C'est ça le principe de l'intelligence artificielle, et en l'occurrence du deep learning sur les OCR7. En amont du produit, quand on le développe, on met l'appareil dans des situations où, par exemple, il va reconnaître des formes, par exemple des animaux qui ont des formes particulières. Par exemple, je parle de l'oiseau. Donc, à chaque fois, un oiseau a toujours, on va dire, des références. Et quand il apprend tout ça, il garde ça en mémoire. Et après, quand il sera en situation, eh bien, il va pouvoir retrouver l'animal grâce à toute cette connaissance qu'il a emmagasinée lors du développement, et il pourra reconnaître l'oiseau, quelle que soit la situation, et sans, par exemple, avoir l'intégralité de l'oiseau. Juste parfois la tête ou une partie du corps va lui permettre de trouver l'oiseau en question. Et ce qui est également très intéressant sur le R7, c'est que maintenant, le photographe, il a juste à poser la zone AF sur une partie du corps, par exemple d'une personne, et automatiquement, par l'intelligence artificielle, on va aller chercher ce qui est le plus pertinent. Donc, en l'occurrence, s'il y a la tête, il va chercher la tête. S'il y a les yeux, il ira chercher les yeux du sujet principal. Et à chaque fois, donc, il suffit juste de poser, mais l'appareil a l'intelligence d'aller chercher la chose la plus pertinente. En l'occurrence, en général, on fait toujours la mise au point sur les yeux, et donc il ira chercher les yeux pour faire la mise au point. Bon, Stéphane, j'imagine que ça te donne envie d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation du système autofocus de l'EOS R7. Il y a énormément de paramètres possibles. Toi, tu le règles comment, ton système autofocus, quand tu couvres un match? Non, en fait, sur la partie réglage de l'autofocus, il y avait effectivement sur le 7D Mark II un réglage qui était conserver le sujet et puis éviter les obstacles. Ouais. Et en fait, le mode manuel sur le R7 est assez polyvalent et performant. Et donc, je conserve maintenant le mode automatique, en fait. Et au niveau des collimateurs, tu travailles avec un collimateur en particulier, Alors, par zone, tu le laisses, alors en roue libre? non, pas en roue libre. Je mets assez peu de collimateurs. Je mets soit un seul collimateur, soit à la croix, 5 collimateurs, Ok. pour éviter qu'il décroche et il conserve bien le sujet, quoi. Et toi, Eric? Alors moi, comme disait Rock tout à l'heure, j'aime bien les choses, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Et je dois dire que quand j'ai reçu mon premier R3, j'ai bossé pendant 5 semaines, tous les jours, 4 à 5 heures par jour, sur des sujets très dynamiques, très simplement à la mangeoire. À la mangeoire, c'est quoi? C'est-à-dire que l'hiver, on nourrit les oiseaux dans le jardin avec du tournesol. Et on a des oiseaux qui sont très communs, mais très, très, très toniques. Ce sont souvent les mésanges bleus, les verdiers, les mésanges charbonnières. Et ça, c'est des oiseaux qui sont tout le temps en train de décoller, qui sont tout le temps en train de se battre. Et ça m'a permis d'explorer tous ces modes autofocus et de comprendre comment ça marchait, en fait. Donc, j'ai vraiment, vraiment poussé les choses assez loin pour le paramétrer. Et ce qui fait que j'utilise beaucoup les touches C1, C2, C3 qui correspondent à des situations dans lesquelles je vais avoir un autofocus qui devra réagir autrement. Par exemple, la touche C1, elle est paramétrée de façon à ce que je fasse l'autofocus avec la touche AF On, et donc elle est désolidarisée de mon déclenchement. Et j'ai aussi paramétré cet autofocus-là de manière à ce qu'il tarde plus longtemps à refaire la mise au point si par exemple il y a un obstacle. Je l'ai paramétré aussi de manière à ce qu'il se refasse la mise au point moins rapidement sur le sujet s'il se déplace. Ça, c'est plutôt pour mes situations où je suis en forêt.
où l'animal va plutôt passer derrière des arbres facilement, ou alors il va y avoir des obstacles ou des choses comme ça. Et puis par contre, si je suis dans une situation autofocus où il y a aucun obstacle particulier, je pense par exemple en bord de mer où on va avoir des oiseaux sur des piquets ou qui montent avec la marée ou des choses comme ça, eh bien là, je vais avoir un autofocus auquel je vais pas avoir besoin de le désolidariser de mon déclenchement, et où je vais souvent avoir des situations très très dynamiques. Donc là, l'autofocus est sur la touche déclenchement, c'est plus sur la touche AF on, et là j'ai paramétré de façon à ce qu'il décroche très très vite, c'est-à-dire que si jamais l'oiseau bouge dans un sens ou dans l'autre, il refait la mise au point extrêmement rapidement. Donc là j'ai mis tous les réglages à la réactivité la plus forte, avec tous les intermédiaires possibles et imaginables. Et donc, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure en parlant de réglages similaires entre le R3 et le R7. Tu peux appliquer à peu près les mêmes réglages fins d'autofocus. Exactement. T'es pas perdu. On retrouve exactement les mêmes choses, avec une petite différence, c'est que sur le R3, on peut rattraper si on sent que la F est partie, alors que là, sur le R7, il y a une petite limitation qui sera peut-être corrigée dans les années à venir ou dans les mois à venir. C'est-à-dire que là, s'il a choisi un sujet et qu'il a considéré que c'était celui-là qu'il fallait suivre, on n'arrive pas à le rattraper en fait, pour lui dire, bah non, c'est pas là que je veux que tu sois. Par contre, d'un boîtier à l'autre, il y a quand même des différences d'ordre ergonomique. Là, on ne peut pas les visualiser, on en parle, mais on peut très bien les expliquer peut-être. C'est-à-dire que le joystick est cerné d'une roue codeuse très emblématique chez Canon, qui est assez particulière. Et sur le R3, par exemple, tu as aussi la possibilité de gérer les collimateurs tactilement sur la touche AF On, comme sur le 1DX Mark III d'ailleurs. Alors, comment tu gères, toi, les déplacements des collimateurs ou des groupes de collimateurs? Alors, c'est vrai que cette touche sur le R3, là, qui est sensitive, elle est juste extraordinaire. Par contre, il y a quelque chose, le R7, qui rattrape un petit peu ça, mais qui existait déjà sur le R5 et le R6, si je ne me trompe pas, où on peut, avec le pouce, aller chercher le collimateur en caressant l'écran. Aussi. Voilà. Oui, aussi. Voilà. Donc, du coup, on peut se servir de cet écran un petit peu comme de cette touche sensitive qu'il y a sur le R3. Mais après, je me sers pas tellement de la roue codeuse, mais en fait, je me sers beaucoup des touches fonctions, des raccourcis, où j'ai sur 3 touches raccourcis en fait des fonctions qui sont directement liées à l'autofocus. Et quant aux zones, moi je travaille pas tout à fait comme Stéphane. Moi j'ai limité le nombre de zones sur mes touches fonctions justement qui sont accessibles, de façon à en avoir moins pour aller plus vite. Donc j'utilise quoi? J'utilise le one shot. Le one shot, pardon, le un collimateur, non, c'est comment? C'est le. Si, c'est la F1 shot, c'est le collimateur principal. Enfin, non, je suis en AI cerveau, mais par contre, ce petit, quand c'est sur un seul collimateur, très précis, là. Ensuite, j'utilise 2 zones, une zone horizontale et une zone en carré, qui elle je vais déplacer avec mon joystick ou avec mon écran. Et puis la version où c'est lui qui est en total automatisme et c'est à lui de trouver le sujet totalement. Et en fait, en fonction des situations, eh bien l'une ou l'autre va mieux fonctionner qu'une autre. Bon, bah, on voit quand même que les possibilités de réglage au niveau de l'autofocus sur ce R7 sont absolument dinguissimes. Roch, j'ai une question à te poser. Il y a des similitudes extrêmement fortes avec le R3. Il manque quand même un petit truc, c'est le pilotage de l'autofocus à l'œil. Pourquoi nous l'avoir pas mis sur le R7? Alors, je pense que c'est pour des raisons peut-être économiques, des raisons, j'allais dire marketing peut-être, hein, on ne va pas se cacher les choses ici. Je ne sais pas d'ailleurs si Eric l'utilise de temps en temps, le pilotage par l'œil. Alors j'utilise plutôt photo de sport du coup, donc j'ai un petit clin d'œil à Stéphane. Ça m'arrive de l'utiliser en situation animalière, mais assez peu en fait. Je l'utilise quand je vais avoir, je pense par exemple dans une situation où les limicoles, vous savez, ces oiseaux qui remontent avec la marée sur les vasières, où on peut avoir des dizaines voire des centaines d'oiseaux. Là, je vais l'utiliser de façon à faire la mise au point sur un oiseau en particulier, parce que là évidemment le deep learning est complètement perdu. Il y a que des oiseaux qui se ressemblent dans le viseur, donc il ne sait pas lequel choisir. Donc là, je vais l'utiliser en ces cas-là pour aller ponctuellement chercher un truc en particulier. Voilà, alors on a choisi de mettre ce pilotage, enfin ce pilotage de l'AF par l'œil, on a choisi de le mettre sur le navire amiral de la gamme, hein, qui est l'EOS R3. Ça correspond pas tellement à Canon, hein. D'habitude, ce genre de fonction, c'est plutôt implémenté en entrée de gamme, et puis après, ça monte en gamme. Là, visiblement, ça reste le fleuron, ça reste l'exclusivité de l'EOS R3 pour l'instant. On a des retours fantastiques, hein, sur ce ça marche très bien. Ça marche très pour bien. l'avoir testé, oui. Ça marche et on peut très le bien. calibrer d'ailleurs, on peut vraiment le faire à sa vue, quoi. On peut le faire à sa vue, il faut le calibrer, il s'enrichit avec l'algorithme, il fonctionne de mieux en mieux, donc c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Effectivement, les photographes de sport ont loué cette fonction et nous disent que c'est vraiment fantastique. Je me souviens,
On avait commencé au JO à prêter des boîtiers à certains photographes d'agence qui étaient revenus enthousiastes avec ce pilotage par l'œil. Et puisqu'on parle de vue, un mot sur la visée quand même. On n'en a pas trop parlé. Quand tu passes du R3 au R7, il n'y a pas la même définition, hein, puisque sur le R7, on est à 2,36 millions de points. Est-ce que toi, tu sens une différence? Est-ce que ça reste fluide en rafale, par exemple, à 15 images secondes, voire 30 images secondes que tu utilises? Clairement, j'ai trouvé que c'était très. Alors évidemment, les viseurs sont pas du tout pareils, hein, on n'a pas du tout la même. Enfin, ouais, on a une vision vraiment beaucoup plus large sur le R3, mais clairement, le viseur est quand même très très bon. Et j'ai pas été gêné par un manque de réactivité. Ouais. Et toi, quand tu passes de la visée réflexe à la visée hybride, c'est un nouvel univers, c'est un Ouais, nouveau il monde. y a une petite période d'adaptation. Mais on peut régler la fluidité dans le ton, donc dans le viseur, donc ça va. Il faut un petit peu plus d'anticipation, mais sinon, il y a quelques semaines d'adaptation. Et toujours en passant du R3 au R7, un autre point important, la construction du boîtier. Est-ce que on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut sortir comme ça sous la pluie avec son R7 pour aller faire un repérage ou pour faire un lever du jour dans la forêt humide? Oui, c'est un boîtier tout temps aussi, hein, donc il n'y a pas de souci. Après, je l'ai pas. C'était un point fort du 7D Mark II, c'est pour ça que je dis ça. Le 7D Mark II était considéré par beaucoup comme un petit pro. Par rapport comme un boîtier pro. Enfin, moi, un D Mark IV. J'ai jamais eu un 7D Mark II, j'ai eu un 7D premier du nom. Je Ouais, peux vous dire que c'était le même j'étais pas acabit. peu fier hein, Ouais. quand je l'avais et que je le sortais, ça envoyait. Là, je peux rien dire encore en ce qui me concerne parce que je l'ai pas encore utilisé sous une grosse drache ou dans des conditions extrêmement difficiles, à la différence du R3 par contre, où là, je l'ai emmené dans des conditions compliquées en Norvège, sous beaucoup de neige et où là, ça marchait à merveille. Là, je peux pas dire pour le R7, mais je dois dire que je me pose pas trop la question. Si je dois sortir, il sort et puis il sortira avec moi. Et si on a un problème, on appellera Rock. Voilà. C'est ça. Non, je vais rappeler ici que le terme de tropicalisation n'est jamais galvaudé chez Canon. Il n'y a qu'un produit Alors, je ne l'ai pas employé tropicalisé. à dessein. Voilà, mais et parce que tu connais bien la marque. Qu'on soit clair, le R7 n'est pas tropicalisé. Chez Canon, vous avez deux boîtiers actuellement qui sont tropicalisés, c'est le 1DX Mark III et l'EOS R3. Ce sont les deux seuls boîtiers qui répondent à ce que Canon exige d'une norme de tropicalisation. Comme tu l'as dit, c'est tout temps. Donc, ce sont des boîtiers tout temps. Le R7 est un boîtier sur une construction magnésium extrêmement sérieuse. Vous avez des joints sur tout ce qui est mobile, hein, molette, etc. La partie visée est très, très bien protégée également. Donc, on peut l'utiliser effectivement dans des embruns et dans des conditions météorologiques difficiles. Après, on ne va pas le laver sous le robinet, hein, on est bien d'accord. toi, sous une pluie diluvienne, du coup, en bord de stade, tu vas être en confiance, comme avec ton 7D Mark II. Quand tu le prends en main, le R7, tu as ce même sentiment de robustesse, de fiabilité? Bah, il est plus compact, mais pour l'instant, j'ai pas été exposé à des pluies fortes également. On te rappellera alors. Ouais, c'est ça. Mais j'ai évoqué justement ce point-là parce que sur le 7D Mark II, on pouvait retirer l'œilleton et puis glisser une protection de pluie, ce qu'on ne peut pas faire sur le R7. Donc pour l'instant, je suis en recherche justement, il faut qu'on échange, en recherche de protection de pluie. Mais je suis assez confiant. Et pour être tout à fait complet hein, sur l'ergonomie, la visée, la robustesse, on a un écran articulable. Et ça, c'est quand même très nouveau aussi par rapport au 7D Mark II. Ça peut être pour digital. certains un signe de faiblesse. Il y en a qui prennent ça pour de la faiblesse. Moi, je me souviens qu'à une époque, certains chefs produits aussi, y compris chez Canon, nous expliquaient ne pas en mettre pour des soucis de fragilité, en fait, ne pas rendre l'appareil plus fragile. Mais c'est un vrai argument, un vrai outil en photo, en vidéo pour cadrer de manière insolite. Est-ce que vous l'utilisez et comment vous l'appréhendez, cet outil-là? Alors ça, c'est vraiment un sujet super intéressant parce que moi, ça a changé ma pratique dans certains cas de la photographie animalière, au sens où, avec cet écran, aujourd'hui, l'autofocus, on l'a beaucoup évoqué, est tellement performant qu'on n'a plus besoin de vérifier que la photo est nette et que la mise au point va être bonne parce qu'elle est bonne. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de s'occuper de regarder où va être le point, on a juste besoin de s'occuper de son cadrage. Et ça m'a permis, moi, par exemple, de travailler là dernièrement pendant des heures. Quand je dis des heures, c'est des affûts de 12-13 heures où j'étais assis dans la vase et où je pouvais avoir mon télé qui était quasiment posé sur le sable. Malheureusement, avec mon grand âge maintenant, je peux difficilement avoir l'œil dans le viseur dans ces conditions-là aussi longtemps parce que j'ai les cervicales en vrac au bout d'une heure. Eh bien, ça m'a permis de travailler pendant tout ce temps-là avec le boîtier quasi posé au sol, l'écran relevé vers moi et de faire juste le suivi de sujet avec mon écran. Donc, et de réussir à faire des images
y compris très dynamique, simplement en suivant le sujet à l'écran. Ça, c'était inimaginable en fait avant d'avoir ces écrans qui se retournent un peu dans tous les sens. Et j'ai d'autres exemples assez rigolos d'ailleurs, mais il nous faudrait plus de temps. Bon, bah, on a déjà fait un grand tour des fonctionnalités et possibilités et performances de ce nouveau boîtier, principalement en photo. Je vous propose que pour terminer, on aborde aussi un peu ce qu'il est capable de faire en vidéo. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Alexandre Bess, du duo Alexandre et Chloé Bess, qui sont partis en safari avec l'EOS R7 et qu'ils ont utilisé ce produit en vidéo. On écoute leur retour d'expérience. Alors effectivement, donc on est parti pendant 2 semaines au Kenya. On a fait un circuit dans le centre nord, dans des réserves un peu spécifiques. L'idée, c'était de revenir avec plein de photos et des vidéos pour nos projets professionnels. Notamment, on enregistrait majoritairement, non, même pas majoritairement, tout le temps en 4K, 50 images par seconde, pour avoir la possibilité en post-prod d'utiliser justement du faire des ralentis, parce on aime bien ça, surtout dans l'animalier. Je trouve ça super esthétique et sympa. On a aussi la possibilité de faire du C-Log 3. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour certaines séquences, certains rushs, mais que je n'ai pas encore, édité sur mon ordinateur, parce que je viens juste à peine de rentrer, donc ça, ce serait pour la prochaine étape. Après, pour tout ce qui est ergonomie, il y a 2 manières différentes. C'est soit on passe du mode photo à vidéo, avec une sorte le petit loquet, ou soit on appuie directement sur le bouton, il y a un bouton REC, le bouton rouge qui est en haut du boîtier, en haut à droite, et c'est de l'enregistrement vidéo direct. Pour moi, l'EOS R7, dans un premier temps, je dirais que c'est un boîtier photo, mais avec un énorme complément de vidéo. Un boîtier avec autant de technologie permet de pouvoir faire de la 4K 25, de la 4K 50, et avec tous les modules, toutes les options en plus, même le HD en 120 images par seconde, c'est incroyable, quoi. Aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir brièvement sur mon PC, de toutes les séquences, les rushs que j'ai réalisés, c'était vraiment... j'ai vraiment hâte de compiler tout ça et de créer une vidéo, quoi. C'est incroyable. Ça fait longtemps que j'avais pas pris un appareil APS-C, et de passer de full frame à APS-C, ça m'a vraiment... j'ai adoré. Bizarrement, ça se trouve, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont passer du 24-36 à la PSC après cette émission. Rock, bon, on va pas se mentir, l'EOS R7, son ADN, c'est quand même avant tout la photo. Malgré tout, il a quand même des arguments de taille en vidéo. Alors, il bénéficie de la fantastique expérience de Canon, parce que n'oubliez pas que Canon, c'est quand même une société qui fabrique des appareils photo, mais qui fabrique aussi de la vidéo et de la vidéo broadcast depuis très très longtemps. Leader absolu de toutes, par exemple, les optiques broadcast que vous voyez que Stéphane côtoie autour des stades, par exemple, si un jour il regarde. Je pense que quand il était au Stade de France pour France-Australie, s'il a regardé les caméras qui étaient autour de lui, il a certainement vu des optiques Canon. Donc, il y a une énorme expérience de Canon, et cette expérience, elle est vraiment implémentée dans le 7D. Alors, moi, je souhaiterais rappeler déjà que le format APS-C, c'est le Super 35 du cinéma. Eh oui. Donc, c'est quand même un format historique, et il plaît énormément aux vidéastes qui ont, j'allais dire, cette culture cinématographique, parce qu'ils vont retrouver un format homothétique cinéma, ce qui est extrêmement intéressant. Alors, comme on l'entendait dans la capsule, bien entendu, on est en 4K 60p sans recadrage, on a des ralentis en 120p, en Full HD. On peut utiliser le produit en mode vertical pour avoir une image de type smartphone. C'est extrêmement... Pour faire des stories. Pour faire des stories, pour faire du TikTok, pour faire des tas de choses. Et j'allais dire, pour coller un petit peu au support, qui, eux, exigent un tournage vertical. On est en C-Log 3, donc c'est extrêmement sérieux. On va pouvoir retravailler ces images. Alors, le C-Log, pour les gens qui ne sont pas des vidéastes, c'est un petit peu le RAW de la vidéo, hein, c'est-à-dire qu'on a une image relativement neutre. C'est un profil flat. C'est un profil flat, exactement, Benjamin, c'est un profil flat, mais ce profil, il a par contre une énorme amplitude de correction, une très très grande dynamique, et c'est quelque chose qui était réservé à des usages très professionnels il y a encore peu. Hein. Mais si bien qu'on pourra l'utiliser comme second boîtier sur un tournage. Voilà. Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on peut faire matcher les images entre différents modèles
modèles de la gamme Et tout EOS R de ça, Canon. et tout ça sans limite d'enregistrement, on n'a pas de cut, et on C'est va les nouvelles pouvoir normes, ça, européennes, ouais, qui c'est les permettent nouvelles normes et on va pouvoir pousser son enregistrement jusqu'à 6 heures, c'est-à-dire faire de la captation, tout à fait classique. ou du vlog, mais pour le vlog, pour l'instant, il n'y a pas encore le petit grand angle qui le permet Le en 16 RFS. millimètres. Voilà, bien joué, Benjamin bien joué, assiste. bien joué. Benjamin assiste. Le RF en 16 mm, oui. Bon, ok. Écoutez, on va mettre un terme à cette discussion. On a dit beaucoup de choses sur ce nouveau boîtier. Merci Roch, merci Stéphane, merci Eric d'avoir partagé tout ça avec nous. Je vous propose qu'on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec les photographes Stéphane Hamel, Eric Médard et Roch Lorente de Canon France pour parler du nouvel hybride Canon EOS R7. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Roch. À qui s'adresse l'EOS R7 ? Il s'adresse à des photographes d'action qui souhaitent être au plus près de leur sujet et de créer des images réellement dynamiques. S'il fallait retenir, allez, 5 caractéristiques importantes sur ce boîtier, ce seraient lesquelles ? Moi, je mettrai en avant l'AF parce que réellement bénéficier au tarif où on le propose d'un AF professionnel, c'est absolument fantastique. Je mettrai en avant son ergonomie parce qu'elle est tout à fait incroyable. Je mettrai en avant sa stabilisation, c'est-à-dire la stabilisation IBIS du boîtier alliée à la stabilisation optique qui va permettre des performances. Je mettrai en avant dans la technique quelque chose qui n'est pas dans le boîtier mais qui est à côté pour moi, c'est le système RF. C'est-à-dire c'est toute la proposition des optiques autour de ce système. Et puis, quelque chose dont on parle souvent dans les hybrides, ce sera mon dernier item, c'est l'autonomie. Parce que je trouve que c'est fantastique, parce que quand on est au bord d'un terrain de rugby ou quand on est dans la nature, ben c'est quand même très, très intéressant de ne pas avoir à changer de batterie à un moment crucial d'un match ou de quelque chose qui se passe devant soi avec un oiseau ou un animal. Et si vous deviez en retenir une, messieurs, dans vos usages respectifs, une caractéristique importante du R7, ce serait quoi ? Eric, si tu veux clairement, commencer. l'autofocus. Je dirais également l'autofocus et je vais rajouter le mode rafale. Effectivement, dans le sport, c'est très important. Stéphane, quelle optique tu pourrais conseiller avec cet EOS R7 pour un photographe qui s'intéresse et qui aimerait se lancer dans la photographie sportive ? En intermédiaire, le combo R7 avec un 100-400 EF est plutôt un bon compromis. Après, on pourra avoir goûté au 100-500. L'association des deux effectivement est un très bon compromis également. C'est vraiment la conjugaison des deux apporte beaucoup. Même question, Eric. Alors, bref, c'est difficile parce que moi, évidemment, j'ai l'habitude de travailler avec ces grosses optiques. Nous très dis pas un 400 mm de 8. Hein, Enfant gâté. Mais je dirais qu'il y a le 300 f4 EF de chez Canon qui n'existe pas encore en RF, mais on peut peut-être l'espérer. Mais qui, comme ça fonctionne très très bien avec la bague, je pense que pour commencer en photographie de nature, avec un 300 plus ce R7, en n'oubliant pas qu'il multiplie la focale par 1,6, ça fait un combo pour le photographe animalier qui est juste extraordinaire. Roch, est-ce que tu peux nous rappeler les performances et caractéristiques vidéo de cet EOS R7 ? Je les ai un petit peu cités tout à l'heure, mais je veux bien y revenir. Donc, on a le Super 35, hein, bien entendu, qui est le format classique du cinéma. On a dans l'ergonomie un mode dédié pour la vidéo. Ça, c'est très sympa. C'est-à-dire qu'on va basculer soit sur le mode photo, soit sur le mode vidéo. On a un enregistrement 4K en 60p. Sur tout le capteur. Oui, sur tout le capteur avec la stabilisation qui est maintenue. Lorsqu'on fait des ralentis, on est en 120p en Full HD. C'est quand même assez extraordinaire. On peut l'utiliser en mode vertical, je l'ai dit, avec un zoom numérique de 10 fois. Et puis, on a ce fameux C-Log qui permet d'enregistrer des fichiers natifs de très, très belle qualité et qui vont être extrêmement exploitables et améliorables, j'allais dire. Et puis, cet enregistrement illimité. Donc, ça, c'est très sympa aussi, puisqu'on peut aller jusqu'à 6 heures d'enregistrement. Eric, qu'est-ce qui manque à l'EOS R7 ?
Il lui manque clairement, on n'en a pas parlé, mais un buffer un petit peu plus conséquent. Et moi, j'aurais aimé qu'il y ait sur les 2 slots, il y aurait eu un slot pour les CF Express, là, Express, à la place d'un des slots SD. Ça aurait permis justement d'avoir des cartes qui écrivent beaucoup plus vite et qui aurait permis d'avoir un buffer qui réponde du coup plus tôt à nouveau à la sollicitation. Courte traduction pour les non-anglicistes. Buffer, c'est la mémoire tampon. Slot, c'est l'emplacement pour la carte mémoire. Mais on a compris C'est effectivement ça. qu'il était peut-être un peu moins véloce qu'un R3, ce qui est un peu normal aussi vu sa gamme. C'est Mais ça, En fait, t'es un peu déformé là. On lui demande beaucoup. Il donne beaucoup, mais on lui demande encore plus. Et toi, la mémoire tampon, ça te va? Tiens. Ben, moi, je travaille pas en RAW, donc je travaille en JPEG et j'ai jamais saturé pour l'instant la mémoire tampon. Donc Tout dépend des usages. voilà. Ouais, c'est vrai que moi je suis tout le temps en RAW. Par contre, du coup, pour le R7, je suis passé en CRAW. Et puis ça m'a appris à gérer un petit peu mieux ma rafale. Parce que sur le R3, je me posais pas de questions. Là, du coup, je refais un petit peu plus attention au moment où je déclenche. Bon, et pour terminer, Rock, donne-nous 7 raisons d'acheter un EOS R7. Alors, cette raison d'acheter un EOS R7, je vais dire que c'est sa fiche produit incroyable. On va la résumer comme ça, c'est-à-dire entre son AF, son autonomie, sa cadence moteur, etc. Donc, il y a une fiche produit qui est absolument incroyable. Il y a un rapport qualité-prix qui est absolument stupéfiant parce qu'on est à 1 500 € avec tout ce qu'on vient de se dire pendant l'heure qui vient de s'écouler. C'est sa grande cohérence avec le système RF parce que ça aussi, c'est fantastique. On va entrer dans un système. On entrait avant dans un système EF, maintenant on entre dans un système RF. Et c'est une très belle opportunité. Alors encore une quatrième argument, c'est une très belle opportunité d'entrer dans le système hybride. C'est-à-dire j'étais en 7D, j'étais en réflexe, peut-être en 800D ou en 850D ou autre, et je vais basculer dans le système hybride avec un produit extrêmement abouti, extrêmement performant. Donc c'est une fantastique porte pour l'hybride. Je dirais qu'on entre aussi dans un système pérenne et durable. Donc, c'est-à-dire que des fois, les photographes se disent bon, est-ce que j'y vais pas. On pouvait peut-être se poser la question il y a quelques années avec Canon dans l'hybride. Depuis l'arrivée du R5 et du R6, on ne se la pose plus la question. C'est vrai Donc, que la gamme optique de l'EOS M pouvait le laisser penser. Absolument. Là, on voit qu'il y a eu un effort consenti Absolument. avec 24 optiques, on l'a dit pendant l'émission, qui laisse peu de doute Voilà. sur ça. Donc, j'allais dire, on rentre dans un système pérenne. Un autre argument que je dirais, alors là c'est plus c'est plus romantique, dirait mon patron. Il me dit souvent que je suis romantique, mais on poursuit l'épopée 7 comme l'a fait Stéphane, c'est-à-dire Canon ne met pas des chiffres n'importe comment. Quand Canon dit c'est le chiffre 1, c'est important. Quand Canon dit c'est le chiffre 5, c'est important. Et quand Canon dit c'est le chiffre 7, c'est important. Donc on sait qu'on entre dans une histoire de Canon avec un chiffre qui est extrêmement symbolique. Et puis comme je n'ai pas de 7e idée, je te dirais peut-être que pour beaucoup de personnes, le chiffre 7 porte bonheur. Et par rapport au chiffre, donc tu veux dire que le 7 correspond au 7D, tout comme le Oui. R5 pouvait correspondre au 5D, Exactement, le R6 et comme au 6D, voilà, on s'y retrouve, quoi. exactement. Et comme le R3 correspond à l'EOS, C'était le piège à l'EOS 3, Ouais, mais et EOS 3. parce Feu qu'en EOS numérique, 3, il y a pas mais eu. je rappelle, moi j'ai un EOS 3 personnellement, dans les quelques produits Canon que je possède, c'est un boîtier fantastique. L'EOS 3 est un boîtier qui a une vie très courte, mais qui était absolument extraordinaire. Je rappelle qu'il y a 30 ans quasiment, il embarquait le pilotage par l'œil. Ah oui, tout à fait. Comme le C'est quand OS même- 5. C'est quand même Exactement. incroyable. Donc oui, ces chiffres-là sont des symboles, des symboliques, j'allais presque dire. Et quand Canon dit d'emblée, je vais appeler ce boîtier 7, c'est un gage d'engagement de la marque pour le consommateur et pour l'utilisateur. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Absolument. Ça paraît clair. Première question qui t'est destinée, Rock, qui nous vient d'une certaine Laetitia. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un
qui hésite entre l'EOS R7 et l'EOS R6? Je dirais qu'il faut déjà savoir si on va avoir l'usage du recadrage de la focale. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, le fait d'être téléobjectif est complètement décisif pour moi ou est-ce que je vais plutôt privilégier la montée en ISO et à ce moment-là, j'irai peut-être plus sur un R6 qui a une meilleure sensibilité. Voilà, c'est un rapport entre sensibilité et recadrage. Ou un R6 Mark II. Et là, c'est un Parce nouveau que, alors, dilemme. lui, en Ah, lui, action, il est sympa. lui, c'est un tout nouveau dilemme, effectivement. Parfait, très bien. Deuxième question, elle est pour toi, Eric. Elle nous vient d'un dénommé Bob. Bob se demande, est-ce que l'EOS R7 est un boîtier professionnel? Non, je ne pense pas que ça soit un boîtier professionnel, mais je dirais un boîtier semi-professionnel. C'est-à-dire que quand on est professionnel, il faut en effet avoir des rafales qui puissent tenir la durée, il faut une ergonomie aussi qui doit pouvoir répondre à toutes les situations. Le R7 n'est pas tout à fait à ce niveau-là, mais quasi. Donc, pour un usage professionnel de seconde main, on va dire, de second boîtier, bah, c'est parfait, c'est ce que j'utilise. Et pour un usage semi-pro, sans aucun problème. Je n'ai rien Sur à le gong. ajouter. Troisième question pour toi, Rock, qui nous vient d'un dénommé Damien. On a beaucoup attendu pour voir arriver l'EOS R7. Moi, j'attends l'EOS R1. Je ne vais pas donner de joker parce que comme je ne suis pas, je dirais, au courant de l'arrivée d'un EOS R1, je peux en parler avec d'autant plus de décontraction que je vais trahir aucun secret. Bah, je suis comme Damien. J'attends un EOS R1, alors je le rêve à ma façon. Comme Damien doit rêver le sien, on rêve tous le nôtre. J'ai envie de dire, allez, je vais m'y engager, je sais pas. J'ai envie de dire, il va arriver un jour. Voilà, C'est la suite logique. Voilà. C'est la suite logique, c'est le seul qui manque maintenant. C'est tout ce que je peux répondre à Damien. Alors Damien, tu imagines au mieux ton EOS R1 et puis moi j'imagine le mien de mon côté. Quatrième question pour toi, Stéphane, d'un dénommé Eric. Alors moi, je suis full équipé en matos réflexe pour mes photos de rallye. J'ai pas le budget pour acheter les boîtiers et les optiques en monture RF. Est-ce que mes optiques réflexes vont vraiment bien marcher sur un EOS R7? On a échangé pendant l'émission. Effectivement, moi, j'ai pas trouvé de différence entre le R7 et le 7D. Donc, j'utilise effectivement le 100-400 et le 24-105 sans aucun problème. Et j'ai pas de perte de définition de la photo. Donc, oui, tout à fait. C'est une bonne transition. Même si à terme, tu basculeras sur le RF 100-500, on l'a bien compris. Bah, parce que Rock m'a prêté le 500 tout le monde. et que forcément, Comme tout le monde. il m'a mis l'eau à la bouche et que voilà. Mais Et voilà. comme quoi, Mais je pense que c'est une bonne transition. Comme quoi, cette question de compatibilité, de rétrocompatibilité, elle est hyper importante et il faut fondamental. il faut Elle l'expliquer. Et c'est elle- vrai que instinctivement, on pourrait avoir des doutes sur le fait de se dire, ah, moi voilà, des optiques qui ont plus de 10 ans, on m'annonce que ça fonctionne de la même manière avec un boîtier récent, simplement avec un petit adaptateur. Bah oui, ça fonctionne de la même manière parce qu'on est tout à fait conscient que de toute façon, personne ne peut entrer dans un système complètement et intégralement en une fois. Bah, C'est trop, extrêmement c'est compliqué. trop. Et le fait de pouvoir jouer avec à la fois une optique RF, des optiques EF et sa bague d'adaptation, c'est juste fantastique. Alors, il faut surtout pas faire comme Stéphane. C'est-à-dire, faut surtout pas essayer l'optique RF qui vient remplacer l'optique EF parce que là, on a planté la petite graine et c'est terminé, quoi. Ok, pour terminer, une dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Cette question vous est adressée à tous les trois. Si vous deviez choisir un seul boîtier Canon à utiliser jusqu'à la fin de votre vie, ce serait lequel et pourquoi? Eric. Bon, moi, c'est très simple, c'est le R3. Et je pense que s'ils sortent pas de R1, je le garderai jusqu'à la fin de ma vie, ouais. Rock. Alors moi, c'était jusqu'à présent le R6. Et c'est maintenant le R6 Mark II. Parce que je suis tout à fait utilisateur de ce genre de boîtier d'illustration très équilibré, très performant, très sensible. C'est vraiment un boîtier de rêve pour moi. Voilà, c'est clairement R6, c'est R6 Mark II maintenant. Et Stéphane pour terminer. Moi, j'aurais répondu il y a quelques semaines le 7D Mark II, parce qu'il répondait vraiment au niveau sportif à mes attentes. Aujourd'hui, depuis que j'utilise le R7, moi, c'est le R7. Il répond vraiment aux attentes du sport.
Et je m'invite avec une petite touche d'originalité, mais moi j'ai gardé le 5D Mark III, qui est un réflexe et qui reste un boîtier absolument fabuleux. Je regardais encore des images faites récemment avec des optiques de série L, et pour constater que pour ceux qui ont vraiment pas de budget aussi, il y a un marché de l'occasion qui est là, et il y a des boîtiers qui ont encore leur mot à dire. Et le 5D 3 en fait assurément partie. On conclut là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Stéphane, Eric, Roch, c'était évidemment un plaisir de vous recevoir dans notre studio à nos micros. Stéphane, Eric, quelles sont vos actualités respectives? On va commencer par Eric. Question difficile. Mon actualité, moi, c'est la prise de vue. J'ai rien de très, très spécifique en ce moment, si ce n'est... Est-ce que tu vas à Montier? Non, je ne vais pas à Montier parce que je vais être au Festival de films d'aventure de La Rochelle pour représenter un film de Lucas Aubé qui s'appelle À portée du sauvage et qui est un film qui montre ma manière de travailler en photographie animalière. Et toi, Stéphane, les matchs, tu prépares le mondial? Alors oui, effectivement, avec la FFR, il y a le prochain tournoi Destination qui va se dessiner. Puis il y a la Coupe du monde de rugby. Donc sans carte de presse, c'est compliqué, mais un bon espoir par différents biais de pouvoir accéder au moins à une rencontre pour photographier cet événement. Et puis après, je travaille beaucoup avec beaucoup d'écoles de rugby. Je fais beaucoup d'écoles de rugby, d'équipes amateurs. Donc voilà, je suis toujours présent presque tous les week-ends autour d'un terrain. Roch, on a beaucoup parlé du R7 évidemment dans cette émission, mais l'une de vos grosses actualités du moment, c'est ce nouveau R6 Mark II. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Je pense qu'on aura l'occasion de revenir de manière plus approfondie sur ce boîtier dans les mois à venir. Alors, oui, il sera commercialisé dans une quinzaine de jours. C'est un boîtier fantastique parce qu'on a beaucoup parlé du R7 et moi je trouve qu'il a une espèce d'air de famille avec le R7 quelque part. C'est un petit peu une synthèse entre un R6, un R7 et un R3 ce boîtier. Et il est extrêmement intéressant et je crois qu'il va donner des nuits blanches à tous les photographes qui se disaient, comme tout à l'heure la question qu'on avait, est-ce qu'il vaut mieux acheter un R6 ou un R7 ? Maintenant, quand on se pose la question en se disant est-ce qu'il vaut mieux acheter un R6 Mark II ou un R7, ça devient encore plus compliqué. Il allie vraiment toute j'allais dire, les caractéristiques du R6 qui pour moi sont très belles, c'est-à-dire une résolution modeste, mais d'une qualité avec un capteur extrêmement bien fabriqué et qui augmente, mais qui n'explose pas, qui augmente bien. On est maintenant au niveau de la résolution du R3 d'Eric, hein, on est à 24 millions de pixels. Et puis, on a par contre une cadence absolument incroyable. On est à 40 images secondes avec l'obturateur électronique et un autofocus qui est encore amélioré. Donc, on est à la croisée des chemins entre un R6 et un R7. Et c'est vrai que ça va donner des maux de tête à pas mal de gens au moment de se décider. Bon, en tout cas, on va pouvoir vous retrouver dans quelques jours pour cette 25e édition anniversaire du Festival international de la photo animalière de Montier-en-Der. Qu'est-ce que vous nous avez préparé cette année chez Canon à l'occasion de cet événement? Alors, bien entendu, rendez-vous sur le stand CPS de Montier, hein, c'est vraiment le lieu où on croise tous nos amis. On ne croisera pas cette année Eric, mais on en croisera beaucoup d'autres, des copains à lui qui vont être là. On pourra découvrir, pour ceux qui ne les ont pas vus, ce Fantastique 800, ce Fantastique 1200 mm. Bien entendu, le R7 va être quand même la vedette de Montier. Le R6 Mark II va également être présent et va être sans doute une des vedettes de Montier. On va emmener le RF 135 mm parce que certainement beaucoup de gens voudront le voir. Il y a vraiment une actualité produit qui est extrêmement forte et dynamique. Donc beaucoup de choses à voir à Montier et toujours la possibilité d'emprunter les produits, de les essayer, de les tester. Et puis, vous avez aussi un très beau cycle de conférences que vous allez proposer tout au long de ce festival avec des grands noms. Alors, pour en citer quelques-uns, Tony Crocetta, Émilie Tournier, Mathieu Ricard, Vincent Frances, Alexandre et Chloé Bess, Arnaud Guérin, etc., etc. Des noms, Benjamin, que l'on connaît et des personnes qu'on a déjà reçues à ces micros. Oui, et Tony qui sort le livre de sa vie, hein, qui va sortir un livre photo extraordinaire. Et donc, rien que pour ça, à mon avis, ça vaut le détour. Quand on aime la photo animalière, il faut aller là-bas.
Et moi qui suis assez admirateur de son travail et du personnage, il me tarde de voir tout ça. Et puis pour ceux qui veulent encore plus d'informations sur cette EOS R7, il y a Jacques Icaré qu'on a entendu un peu plus tôt dans l'émission qui proposera une conférence entièrement dédiée à ce boîtier. Et puis pour terminer, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer à Montier, vous allez mettre en place une sorte de petit vlog vidéo tous les jours. C'est ça, si j'ai bien On compris. l'avait fait l'an dernier, ça a eu un succès absolument incroyable. Donc, on a une journaliste qui vlogue, c'est-à-dire qu'elle vous propose des interviews, c'est-à-dire vous pourrez entendre des conférenciers, vous pourrez entendre des exposants, vous pourrez entendre des amateurs qui testent les produits, vous pourrez entendre les gens de Canon, c'est-à-dire Alain Tombois, Jackie, etc., qui vous parlent des produits Canon. Vous pourrez avoir un petit billet d'ambiance sur le off de Montier. Alors, rendez-vous tous les soirs à partir de 18h sur Instagram et sur Facebook pour retrouver ce vlog Montier. Si vous n'avez pas la chance d'être à Montier, vous vivrez à distance la journée de Montier chaque soir à 18h. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents aujourd'hui à nos côtés. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au nouveau Canon EOS R7. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une grande émission au coin du feu avec la photoreporter Laurence Jay qui revient tout juste d'Ukraine et qui nous parlera de son quotidien de photographe sur le front de ce terrible conflit. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez surtout pas, faut pas pousser les ISO.